Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. Une question ce soir, comment documenter les crimes de guerre à Gaza et pourquoi est-ce important? Depuis plus de 2 ans maintenant, l'armée israélienne mène des bombardements massifs. Un cessez-le-feu très fragile est en vigueur. Près de 70 000 Palestiniens ont été tués. Bombardement suite aux attaques sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, lors desquelles plus de 1200 Israéliens ont été tués. Avec nous pour en parler, Kawthar Ben-Hania, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes réalisatrice. Votre nouveau film, La Voix de Hind Rajab, est sorti aujourd'hui en France, longuement ovationné à la Mostra de Venise. Vous avez reçu le Lion d'Argent, qui est le prestigieux Grand Prix du jury. À vos côtés, Anne Savinel-Baraz, bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes la présidente d'Amnesty International France. Et en direct de Nantes, David Selam, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien soldat israélien, vous avez décidé de quitter l'armée israélienne après avoir été déployé à Gaza, suite donc au 7 octobre 2023. Et avec nous également Nicolas Georges, journaliste à la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Nicolas, on verra avec vous tout à l'heure comment le cinéma s'empare justement de ces deux événements traumatiques qu'a vécu la région. Kawthar Ben-Hania, nous sommes le 29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant Rouge palestinien sont à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Ils reçoivent un appel qui les marque à jamais. Au bout du fil, il y a Hind Rajab, 5 ans. Elle est la seule survivante dans une voiture criblée de balles. Et elle va tenter, les services de secours palestiniens vont tenter de la rassurer pendant de longues heures pour lui envoyer une ambulance. Finalement, elle sera tuée, au même titre que 5 autres membres de sa famille et 2 ambulanciers. On regarde la bande-annonce. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. انت شو اسم العيله؟ شو اسمك الكامل؟ هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ كنت اهلي الو نستنى تفاصيل طواقم الانقاذ المتاحه. كيف معهم كلهم طلعوا من 8 دقائق راح ياخذهم مشان يطلعوه للبيت. هذول كانوا احسن مسعفين عنا انقصفوا. عم تتحرك ولا واقفة؟ طلع حدا منها؟ هنود؟ No, please, re-establish coordination, please. Please. انت لاي صف دارسه؟ La voix de Hind Rajab. Kawthar Ben-Hania, qu'est-ce qui vous a incité à porter à l'écran cette histoire? Beaucoup de choses. Au début, c'était une rencontre. J'ai entendu la voix de Hind Rajab et j'avais l'impression qu'elle me demandait de l'aider. Ce n'était pas le cas, elle était déjà tuée. Et quand j'ai appris les circonstances de sa mort, ça m'a émue au plus haut point. Et derrière tout ça, il y avait une sensation très forte d'impuissance par rapport à ce qui se passait à Gaza, ce qui se passe encore. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais faire des films. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire résonner sa voix, d'amplifier sa voix, parce que cette petite fille avait une voix qui lui était arrachée. Et vous dites aussi, je n'ai pas voulu que ce soit... Le thème ce soir, c'est documenter les crimes de guerre. Vous dites, moi, j'ai pas voulu que ce soit une archive. Qu'est-ce que vous avez voulu créer entre le public, le spectateur, les spectatrices et cette fille et sa voix? Non, au cœur de ce film, il y a une archive très importante qui sont les enregistrements de ces dernières heures. Mais pas la renvoyer, je veux dire, à long voilà. Oui, mais c'est vrai, et là, c'est là où vous avez raison. Moi, quand j'ai suivi le débat, surtout dans les médias ici en France, il y avait quelque chose de l'ordre de pas l'incompréhension, au-delà de l'incompréhension, c'était, à cause de la polarisation, c'était un dialogue de sourds. Donc, à un certain moment, expliquer ne suffit plus. Donc, faire un documentaire, effectivement, avec des preuves, parce que le meurtre de Hind Rajab a été bien documenté. Forensic Architects ont fait un travail formidable pour amener les preuves de ce crime de guerre. Donc, en faire un documentaire avec tous ces éléments revient à expliquer. Et le cinéma fait mieux. Le cinéma
C'est le lieu de l'empathie par excellence. Donc je me suis dit, on arrête d'expliquer, maintenant il faut se mettre à la place de l'autre et sentir. Et l'outil cinématographique nous permet de faire ça. Alors, avant de faire réagir nos invités qui ont vu votre film, Kauter Benania, vous avez eu l'accord de la mère de Hind. Vous faites dialoguer l'enregistrement réel de l'appel au secours de la fillette avec des acteurs professionnels, on les a vus. Pourquoi avoir choisi d'utiliser la voix véritable de Hind telle qu'elle a été conservée dans cet enregistrement ? Parce que, pour moi, lui rendre hommage, je ne vais pas lui ôter sa voix et ramener une actrice enfant et la rediriger. D'ailleurs, vous avez parlé de la mère. L'une des premières choses qu'elle m'a dit, je ne veux pas que ma fille soit oubliée. Je veux que sa voix, son appel à l'aide retentisse partout. Donc pour moi, c'était très important de lui rendre hommage et lui redonner sa dignité et comprendre surtout, ne pas la filmer. Je n'ai pas fait la mise en scène de ce qui se passe à Gaza. Vous n'avez pas filmé, mais on a l'impression qu'on est embarqué dans la voiture. Mais ça, c'est la voix de Hind. C'est la voix de la petite qui raconte. Elle est tellement intelligente et elle a une forte personnalité qu'elle explique, elle arrive à expliquer avec ses mots, où elle est, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, et en plus, elle propose des solutions aux secouristes. Oui. Qui sont à distance. Vous avez vu ce film, une réaction. David Selam l'a vu également. Je le ferai réagir dans un instant. Je dirais que la voix de Hind Rajab, maintenant, résonne dans des milliers d'oreilles. Et c'est un témoignage extrêmement fort qui aussi nous renvoie à la violence inouïe que subissent les enfants palestiniens de Gaza. Et puis c'est un hommage immense à cette petite fille qui est d'un courage extraordinaire. Et je pense que c'est important justement d'avoir l'enregistrement de sa voix. Ça nous renvoie à la réalité. À réellement ce que vivent les enfants. C'est un témoignage, oui, dont nous avons besoin alors que voilà, certains disent encore qu'il ne se passe pas d'atrocités à Gaza. David Selam, vous avez vu également la voix de Hind Rajab, vous, ancien soldat israélien. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez reçu le message, le cri de cette fille? Est-ce que vous avez fait de voir ce film qui est quand même dur, disons-le, il faut tenir jusqu'au bout? Déjà, ça a été très dur pour moi de voir ce film. C'est une douleur humaine incroyable qui se passe pour Hind. C'est quelque chose que je pense qu'on peut pas accepter ce genre de choses qui se passe en 2025 dans le monde, dans un pays qui est soi-disant considéré occidentaux. Et pour moi, j'étais pas choqué parce que déjà dans mon service armé, j'avais un de mes camarades, soi-disant de l'armée, qui avait tué un jeune Palestinien en manifestation. Il a dit, soi-disant, j'ai visé. Il a menti après. Il a dit, j'ai visé dans ses genoux. J'avais déjà témoigné ça sur Blast. En fait, moi, je savais comme son copain qu'il voulait le tuer. Je suis pas choqué qu'après. Dans cette guerre-là, il y a plein de soldats qui pouvaient faire... En fait, David Selam, justement, je voulais vous poser la question. Face à la petite, elle décrit, elle dit, écoutez, il y a un tank en face. Est-ce que ceux qui sont dans ce tank, les soldats israéliens, reçoivent des ordres ou est-ce qu'ils agissent, ils peuvent agir de leur plein gré? La difficulté d'ailleurs des secouristes palestiniens, c'est de mettre en place une coordination, de contacter d'abord les autorités palestiniennes, puis ensuite le commandement de l'armée israélienne. C'est très compliqué. Ils ont des ordres, ces soldats israéliens à Gaza, où ils agissent seuls? Je pense que c'est un mélange entre les deux. Je ne sais pas s'il y a des ordres vraiment tuer des enfants de 6 ans, parce que ça, c'est vraiment... Je pense que même les nazis n'avaient pas des ordres comme ça de tuer les enfants. C'était toujours... si ça dérange, on peut éliminer le bruit. Où il y a des ordres un peu qui disent faisez ce que vous pensez qu'il faut faire, où il y a même des commandés qui vont dire il n'y a pas d'innocents à Gaza. Donc c'est des ordres un peu qui ne sont pas directs, mais on sait que même, c'est dur de dire, mais même comparé aux lois et aux ordres des nazis, il n'y avait jamais des ordres de tuer tous les juifs. C'était toujours des solutions. On crée des solutions, on crée des choses, des lieux qui sont plus moins de bruit, plus nettoyés.
Alors, dans un instant, Nicolas, je vous donne la parole. On va poursuivre avec justement ce que peut le cinéma. Il a commencé à l'esquisser, Kauthar Benhania. Vous, Amnesty International, où en êtes-vous? Comment documentez-vous ces crimes de guerre? Et finalement, à quoi ça sert? Parce qu'à ce jour, personne n'a été poursuivi. D'ailleurs, ni côté israélien, ni le Hamas. Alors, les deux dirigeants du Hamas qui sont inculpés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont morts. En Israël, il y a le Premier ministre israélien notamment. À quoi ça sert de documenter? Où en êtes-vous, Amnesty International? Eh bien, en espérant qu'un jour ou l'autre, ces documents, ces preuves vont servir. Enfin, oui, effectivement, nous avons sorti en décembre 2024 un rapport qui qualifiait le crime de génocide, donc avec un certain nombre de preuves, voilà, pour qualifier les actes génocidaires, pour qualifier l'intention du gouvernement israélien de commettre ce génocide. Donc, nous avons effectivement un certain nombre d'éléments, tout comme aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu prononcé début octobre, on peut dire que le génocide continue et nous avons aussi des éléments pour l'affirmer. Nous avons en fait une équipe de chercheurs qui travaillent avec nos correspondants à Gaza, qui sont là depuis avant le démarrage du conflit, des correspondants qui aujourd'hui, pour certains, sont en train de mourir de faim, dont les familles sont en situation de malnutrition aiguë. Donc c'est très très dur aussi pour nos équipes de continuer ce travail, mais pour autant il est essentiel. Donc alors que les médias ne peuvent pas entrer, que les enquêteurs ne peuvent pas entrer, que les équipes qui pour récolter les preuves ne peuvent pas entrer, eh bien nous continuons à récolter un certain nombre de témoignages et des éléments, des photos, des vidéos qui nous montrent ce qui se passe. Et on poursuit ce débat avec vous, Nicolas. Le film de Kauthar Benhania interroge sur la capacité du cinéma à avoir de l'empathie, mais aussi à donner une voix aux sans-voix. Il y a d'ailleurs eu d'autres films sur la situation à Gaza et sur ce que vit sa population, que ce soit le jour du 7 octobre et des attaques du Hamas ou après. Donc. Oui, exactement, Mohamed. Des films comme autant de documents pour l'histoire, pourrait-on dire, des témoins nécessaires pour raconter ce qu'il se passe sur place, surtout lorsque les journalistes étrangers sont absents de Gaza. Je vous ai sélectionné 3 films parmi tous ceux qui existent, qui apportent un regard différent à chaque fois. Tout d'abord, je vous ai sélectionné Once Upon a Time in Gaza des réalisateurs palestiniens Arab et Tarzan Nasser, un remix à la sauce western type Le Bon, la Brute et le Truand, qui nous plonge dans la réalité de Gaza en 2007. Autre film que j'ai beaucoup aimé, Oui, du réalisateur israélien Nadav Lavid. C'est un film enfiévré sur l'apocalypse né du 7 octobre. Et bien sûr, on en a beaucoup parlé sur TV5 Monde, le poignant Put Your Hand on Your Soul and Walk de la réalisatrice iranienne en exil. On le rappelle, Sepideh Farsi. On suit pendant 1h30 les échanges qu'elle a eus avec Fatem, une photojournaliste gazaoui. On le rappelle, elle est décédée suite à une frappe israélienne en avril dernier. Ça, c'est un film vraiment touchant. Kauthar Benhania, justement, j'avais une question à ce propos à vous poser. Ces films, ils peuvent être vus comme de véritables témoignages avec des personnages forts à chaque fois. Est-ce que c'est votre rôle de cinéaste d'être des marqueurs de l'histoire, de laisser des œuvres qui resteront et qui seront vues par les générations futures? C'est pas notre rôle de cinéaste, c'est notre rêve de cinéaste, de faire des films qui marquent leur époque. C'est je pense que c'est très important, mais pareil, moi je reviens sur la nécessité de réfléchir ensemble, parce que on est dans une époque où il y a trop d'informations, où les réseaux sociaux, les news installent quelque chose de l'ordre de l'amnésie globale. On devient insensible. Et au fait, moi je pense que l'art reste et devient un refuge pour prendre le temps de sentir, de réfléchir devant un livre, un roman, un film d'1h30, 2 heures. Ce que ne peut pas faire un journal télévisé, ce que vous voulez dire, effectivement, notamment. Oui. Au fait, c'est-à-dire, pour moi, c'est très important d'être dans la nuance. On est dans une époque de polarisation, on l'a vu, et la nuance, ça prend du temps, en fait. La nuance, ça prend du temps. Nicolas, d'autres films d'ailleurs que vous avez sélectionnés aussi, peut-être sur le 7 octobre? Alors, pour le 7 octobre, je vous ai donné ma petite sélection, mais je voulais qu'on rappelle quelque chose quand même, Mohamed, très rapidement. C'est que le film, vous l'avez dit, il a reçu le Lion d'Argent à la Mostra de Venise cette année, et il a également reçu le soutien de beaucoup de personnalités de Hollywood. On peut citer Brad Pitt, Joaquin Phoenix ou encore Rooney Mara. Dans le passé également, vos précédents films ont été multi-récompensés dans les festivals internationaux. On peut citer Sheila Tunis, L'homme qui a vendu sa peau, ou encore Fille d'Olpha. J'avais encore une autre question, justement, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces soutiens et ces récompenses à l'international?
Récompenses de plus en plus nombreuses. Ah bah le palmarès, il commence à être fourni de votre côté. Il s'agit de deux choses différentes, parce que les récompenses, on n'a pas œuvré pour les obtenir. C'est-à-dire, c'est en général un jury ou par rapport à ces noms, au fait, c'est les deux facettes de la même chose. Parce que nos films en arabe avec des sous-titres peuvent sembler... C'est des films niches, c'est-à-dire on ne va pas automatiquement se dire on va voir ce film. Or, ce film, tout le monde doit le voir. Enfin, pour moi, c'est absolument nécessaire d'entendre la voix de Hind Rajab et de comprendre dans quelles circonstances elle a été tuée. Donc, on avait besoin d'amplifier sa voix et de sortir de cette petite niche qui pourrait être perçue. Et d'ailleurs, le film est en salle en France. Il est sorti aujourd'hui. Et souvent, parfois, on me dit « Ah, Gaza, c'est trop dur, je veux pas en entendre parler. » Et moi, je dis aux gens, c'est pas votre vie, mais c'est leur vie. Donc, allez voir, témoignez et faites quelque chose par rapport à ça. David Selam, une réaction de votre part. On est en train de parler du rôle du cinéma. Tout à l'heure, Nicolas Georges nous parlera notamment de Nadav Lapid, cinéaste israélien. On sait que certains et certaines réalisatrices israéliennes sont à la pointe justement pour essayer de susciter le débat, peut-être l'empathie au sein de la société israélienne. Est-ce que vous pensez que les arts en général, pas seulement le cinéma, peuvent changer la donne et faire un peu pour avancer sur le chemin humaniste entre Israéliens et Palestiniens? Je ne sais pas si j'ai assez de connaissances dans les arts pour tout ça. J'ai vu le film, oui, et je pense qu'il est tellement absurde qu'il peut nous montrer comment la société israélienne aujourd'hui, elle est tellement absurde. C'est une réalité qu'on ne peut même pas comprendre ce qui se passe un peu. Donc... Mais est-ce que vous pensez que ce film mériterait d'être vu par le public israélien? La voix de Hind Rajab? Oui. Je pense que c'est vraiment important que de voir ça. En fait, la voix de Hind Rajab, pour moi, comme Israélien qui a subi le 7 octobre en Israël, moi, personnellement, ça m'a rappelé les souvenirs du 7 octobre, qu'on voyait les gens au téléphone des heures avec leurs parents, avec leur famille, qui disaient ils sont là, ils vont nous tuer, ils tirent. Donc ça m'a vraiment fait rejeter directement au 7 octobre. Mais je comprends que les deux côtés, ils subissent des mal tellement, des misères tellement graves que c'est pas normal que ni des enfants soient tués de ce côté ou de ce côté. Et c'est la faute des leaders, si c'est Netanyahou, si c'est le Hamas, d'amener des politiques tellement violentes, tellement extrêmes dans ce monde. Et je pense que oui, des films comme ça, malheureusement, il y a pas, malheureusement et aussi bien, il n'y a pas des images très graphiques de ce film. Si ça aurait été tellement graphique, j'aurais vraiment eu du mal de le voir. Mais ça peut ramener vraiment la douleur dans un mode qu'on peut vraiment comprendre. Une petite fille, elle ne doit pas mourir dans une situation comme ça. On peut pas ramener des guerres dans des endroits. David Selam dit que c'est un peu pardonnez-moi, c'est un peu la prouesse, il dit, de votre documentaire, c'est ça, c'est de donner à voir sans tomber dans le... On pourrait vous le reprocher d'ailleurs de lui avoir mis la voix de la jeune. C'est de donner à voir justement sans tomber dans... on imagine le sang, on imagine la peur, on imagine l'obscurité d'une petite de 5 ans. Absolument. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à la question que vous avez posée à David. Est-ce que l'art pourrait rapprocher... Non. Non. C'est la justice. Ouais. C'est le fait de punir, poursuivre, la justice qui pourrait installer quelque chose de peut-être un peu sain. Ce qui s'est passé à Gaza, c'est une blessure énorme. Et on ne peut pas parler d'art qui pourrait rapprocher, d'équivalence parce que dans cette situation, il y a un occupant et un occupé. Vous êtes d'accord, vous, Amnesty International, Oui, tout à fait. Pour nous, il n'y a pas d'issue, de paix ou un minimum de sérénité pour l'ensemble des peuples si la justice n'est pas rendue. Donc ce génocide s'est perpétré dans un mépris total du droit international et en plus un mépris assumé. Donc aujourd'hui, qu'en est-il des sanctions pour les responsables de ces crimes? C'est vraiment pour nous une question réellement très très importante et aujourd'hui plus que jamais parce qu'on veut nous présenter des plans de paix qui certes ont le mérite de faire avancer les choses mais qui aujourd'hui ne parlent pas du tout
de la justice, ne parle pas du tout de ce qui va se passer après. Je rappelle qu'il y a quand même une décision de la Cour pénale internationale, il y a des avis, des ordres de la Cour internationale de justice, et tout cela, aujourd'hui, est lettre morte. Ouais. Est-ce que vous essayez, vous, Amnesty International, de retrouver, d'identifier les soldats qui sont les auteurs des tirs ce jour-là, ce 29 janvier 2024 ? Alors, nous, ce n'est pas de cette façon-là que nous travaillons. Nous qualifions les crimes et en fonction des preuves qui nous sont données ou que nous récoltons nous-mêmes sur la culpabilité des responsables, nous allons demander justice. Toutes les preuves que nous collectons sont de toute façon à la disposition de tout le monde et bien entendu, on peut les utiliser. Nicolas, sur le 7 octobre, il y a eu aussi des documentaires et des films. Oui, il y a beaucoup de documentaires effectivement qui ont été réalisés suite au 7 octobre, beaucoup de marqueurs effectivement de l'histoire comme on parlait tout à l'heure. Et ce qui est encourageant dans tous ces documentaires et dans tous ces films qui sont sortis suite au 7 octobre, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment toute une nouvelle génération de cinéastes engagés qui souhaitent effectivement être, on le disait tout à l'heure, des marqueurs de l'histoire et de faire des films ou des documentaires qui sont là pour effectivement montrer et marquer effectivement ce qui s'est passé sur le 7 octobre, sur l'après, mais même avant, pour documenter sur tout ça. Et j'imagine que ça doit vous interpeller, vous intéresser de voir qu'il y a toute une nouvelle génération qui veut également s'emparer de ces sujets sensibles. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant au niveau du 7e art. Chez les cinéastes notamment, on parle tout à l'heure des frères arabes et Tarzan Nasser. C'est vrai qu'alors ils sont dans la pure fiction, ils sont dans leur monde, on le sait. Et, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs, mais est-ce que ça passe par un nouveau genre, parce que c'est pas nouveau. D'ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas de document pur, ça n'existe pas. Mais la docu-fiction que vous poursuivez, c'est le pied d'entrée ? Non, moi je pense que d'abord, ça a toujours été le cas, c'est-à-dire le nombre de cinéastes qui ont documenté et qui ont parlé de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Vietnam. C'est-à-dire c'est une tradition d'avoir des cinéastes qui sont très sensibles au contexte politique et qui veulent témoigner et qui veulent parler de ça. Après, moi, je pense justement, vous me parlez de les frontières des genres, comment on peut... Parce que pour moi, il n'y a pas de pureté. C'est-à-dire, c'est quoi un documentaire pur? Ça n'existe pas. C'est toujours un choix, un regard et un point de vue. Et dans ce cas, c'est le point de vue des secouristes et des travailleurs du Croissant Rouge. Et pour moi, c'était très important. Et on n'a pas dit qu'ils sont à 80 km. 80 km. Ils sont à Ramallah, c'est à 80 km de Gaza. Mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a bombardé les lignes de Gaza. Donc, tous les appels d'urgence de Gaza se transfèrent automatiquement à Ramallah. Et ça rappelle la division des Palestiniens, au fait. Comment la géographie est aussi, qui n'est pas une géographie, bien sûr... comment dire, naturelle qui est une géographie d'occupation aussi. Merci beaucoup, Kawthar Benania. Merci à vous, David Selam, d'avoir été avec nous. Et merci également à vous, Madame la Présidente d'Amnesty International, Anne Savinel-Baraz, d'avoir été avec nous. Nicolas, merci pour ce point cinéma. C'était 64 minutes. À demain sur TV5 Monde, avec grand plaisir.